Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle émission du Journal du e-commerce, votre émission qui décrypte, commente et analyse les actualités e-commerce. Troisième épisode, c'est parti. Et pour ce nouveau décryptage hebdomadaire, je le rappelle, je suis toujours en compagnie de Nicolas, toujours en forme comme la semaine dernière. En forme, écoute, beaucoup de sujets sur Ouais, le e-commerce. Un sujet là très important pour les e-commerçants français. On va parler, je crois, de droits de douane et exactement. d'impact internationaux. Donc voilà, hâte d'évoquer ça ensemble avec toi. Ouais, des gros sujets. Bah, merci en tout cas pour ta présence et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, notre chaîne podcast aussi. Il y a des actualités qui sortent tous les jours sur e-commerce Nation. On n'en traite que quelques-unes pendant ce JDE et je vous encourage également à vous abonner à notre édito que Lilian sort chaque semaine et à notre newsletter pour ne rien manquer de ce qui se passe sur e-commerce Nation. Alors, un grand merci avant de commencer ce nouveau JDE à notre partenaire Spring GDS qui accompagne le développement de cette émission en sponsorisant cet épisode. On vous parle un petit peu plus de Spring à la fin de l'émission. Et comme tu le disais en introduction, Nicolas, aujourd'hui, je te propose de décrypter deux actualités qui sont étroitement liées autour d'un sujet qui fait grand bruit ces dernières semaines, les douanes et les USA. Alors, dans un premier temps, on parlera des annonces de Donald Trump au sujet des droits de douane, justement, et on décortiquera les impacts que tout ça peut avoir sur le e-commerce européen, mais aussi et surtout français. Et ensuite, on évoquera, en lien avec cette première actualité, les mesures et idées de l'Europe pour se détacher des États-Unis et des géants américains pour assurer une souveraineté européenne. Évidemment, ce sont des sujets qui bougent chaque jour, chaque semaine, hein, c'est en mouvement. Donc si des nouveautés sortent et tombent, on vous tiendra informé évidemment sur e-commerce Nation. Mais voilà, ça me semblait intéressant d'évoquer cela avec toi cette semaine. Si tu es OK, on peut démarrer. Prends ta respiration parce que là, il y a des choses à dire. Parfait, C'est bon pour écoute, toi? c'est parti. Et bah c'est parti, actualité numéro 1. Je le disais tout de suite, les nouveaux droits de douane annoncés par Donald Trump. Quel impact pour le e-commerce français et européen? Le 2 avril 2025, c'est tout récent, le président américain Donald Trump a annoncé l'imposition de nouveaux droits de douane de 20% sur les produits européens importés aux États-Unis. Une mesure qui a immédiatement suscité des réactions en chaîne dans le commerce international. Cette décision protectionniste, dit-il, soulève des questions cruciales pour les e-commerçants et les retailers européens, notamment en France. L'Europe nous traite comme un tiroir-caisse depuis trop longtemps. Ces droits de douane sont une réponse claire. Nous allons protéger nos industries. Voilà, c'est ce qu'a annoncé Donald Trump. Mais concrètement, Nicolas, c'est quoi ces nouvelles mesures? Gros sujet, nouvelle mesure. Alors, je pense qu'avec Trump, il faut pas forcément se focaliser à chaque fois sur le détail. Là, on va détailler un peu comment ça fonctionne et sa logique Oui. sur ça. Mais l'intention, c'est de frapper un gros coup fort sur la table Mm. pour pouvoir négocier avec l'ensemble des partenaires commerciaux. Mhm. Donc ça, c'est déjà la première intention. Ça crée un séisme. Tout le monde s'attendait à ça, et donc ça crée un contexte favorable, à ce qu'ils soient en position de force pour pouvoir, négocier avec chacun de ses partenaires. Mhm. Donc voilà, c'est le premier fait, puisqu'après on peut rentrer, dans les détails, on peut commenter, tout ce qui a été mis en place. Je pense qu'il ne faut pas, surréagir par rapport à ça. Ouais. La volonté de Donald Trump, c'est créer un certain chaos, pour redistribuer les cartes et dessiner de nouvelles relations, de force au niveau, du commerce international. Ok. Donc ça, c'est la première volonté, c'est de dire, «OK, ces mesures-là et ces déclarations, très, fortes et directes sont, pour, redessiner des dynamiques, de pouvoir et de Mhm. force au niveau international». Ok. Après, si on rentre un petit peu plus dans le détail, Donald Trump a décidé, d'avoir le grand tableau. Ouais. Vous pouvez retrouver, notamment sur, notre site avec le détail, de l'ensemble des taxes et donc il a utilisé un calcul, qui apparaît, assez simple. Il divise le déficit commercial américain envers un pays par ses importations, Ok. venant de ce pays et il le multiplie le tout par 100. Ok. Donc en gros, c'est un index qui permet de comparer, hem, ce que les États-Unis, exportent vers ce pays et ce que le pays exporte vers les États-Unis. Ok. Donc c'est juste un ratio Ouais. des exportations. Abonnement, ouais. Donc voilà, il en fait un taux, donc voilà, certes et donc ça montre un petit peu ce rapport par rapport à certaines, zones géographiques, et donc ce qu'il dit par rapport à ça, bah, oui, il y a des droits de douane, peut-être qu'ils ne sont pas tous équilibrés, mais en fait les flux ne sont pas non plus les mêmes.
OK. Donc dans sa réflexion, je pense que c'est plus de souligner la pondération de la valeur marchande OK. et donc il veut remettre ça au clair parce Mmh. que, là, si on prend, l'exemple de l'Union européenne, les États-Unis ont enregistré un déficit commercial de 235 milliards d'euros en 2024 et ils ont importé 605 milliards d'euros de marchandises D'accord. de l'Union européenne. Donc là, c'est 235 sur 605, ce qui donne un ratio de 0,39, donc 39. OK. Et donc après, il dit qu'il sera gentil, donc il divise par 2. Donc à 20. C'est là où on arrive aux 20. C'est ça. Donc voilà, dans cette réflexion-là, donc l'idée, c'est de se dire, OK, il y a un déséquilibre en termes de valeur et donc ils veulent contrebalancer de manière assez arbitraire. Son calcul, voilà, on peut le débattre. Mmh. Je pense ce qui est intéressant, c'est de voir l'intention et de voir comment il veut que les États-Unis aient un discours, beaucoup plus ferme pour protéger, les consommateurs et aussi protéger les industries, américaines. Donc c'est intéressant de comprendre, ben, la logique, l'intention, le calcul. Ce qui est plutôt positif pour les Européens, c'est qu'ils nous traitent de la même manière. Il dit l'Union européenne, on l'évoquait, en préparant cette émission, en Ouais. fait, dans l'Union européenne, il y a des pays qui sont, en tête, des exportations, l'Irlande notamment, Mmh. avec beaucoup d'entreprises qui sont des entreprises américaines, mais qui ont des sièges européens, tout ça. Donc, en fait, il y a des flux où, je pense qu'il faut regarder un peu dans le détail. Ouais, tout à fait, ouais. Parce que est-ce que c'est totalement des entreprises européennes avec des produits et des services européens ou est-ce que c'est deux structures qui ont un ADN beaucoup plus Mmh. international, voire américain, et donc qui biaisent un peu ces chiffres-là? Ouais, ouais. Et l'Irlande, c'est assez énorme, et après, quand on regarde les autres pays, voilà, c'est relativement moindre. Donc, je pense que le message de Trump, c'est de se dire ok, je provoque du chaos, je vais être au centre des Mmh. discussions et je veux redéfinir les règles. Et donc, c'est ça qu'il faut retenir de ces mesures. Oui, d'un point de vue KO, pour l'instant, en tout cas, il a réussi son pari. Mais ensuite, concrètement, côté e-commerçant, hein, européen et ou français, et qui nous regardent, à travers cette émission, comment ça les impacte, eux? Oui, alors plusieurs impacts. On a listé 3 impacts avec l'équipe e-commerce nation. Premier impact, c'est l'augmentation des coûts d'exportation vers les États-Unis. OK. C'est logique. Mmh. Si j'avais déjà une base de clients sur le marché américain, là, je vais être directement impacté, notamment via les places de marché. C'est aussi un vrai sujet de se dire, voilà, il y a beaucoup de places de marché américaines, hein, comme Amazon, Etsy, et donc l'ajout d'une taxe douanière vient bouleverser les politiques de prix. Donc OK. ça, c'est le premier impact. Ça a des conséquences sur les ventes, baisse des ventes, repositionnement tarifaire et dans certains cas, abandon du marché américain. OK. Donc là, je pense que cette mesure-là va pousser des acteurs à se réorienter sur de nouveaux marchés, à se dire OK, il faut que j'arrête d'être dépendant des États-Unis. Mmh. Donald Trump, même si il peut entendre raison suite à cela, il sera capable de faire d'autres déclarations Tout à qui fait. va fortement impacter mon marché et apporter de la volatilité, hein, tout Mmh. simplement, à mon activité. Donc c'est illisible et donc ça, c'est assez difficile de continuer à développer une stratégie d'exportation dans un contexte d'instabilité. Deuxième élément, c'est les perturbations des chaînes d'approvisionnement. Euh, Certains e-commerçants ne vendent pas seulement aux États-Unis, ils y sourcent des composants, ils achètent là-bas aussi certains produits, et notamment dans la tech ou dans les produits culturels. Mmh. On voit qu'il y a plusieurs liens, et même dans l'industrie, hein, il y a plusieurs liens entre l'ensemble des pays. Et donc, là, ça requestionne les chaînes d'approvisionnement, comment je vais trouver des produits similaires à travers de nouveaux fournisseurs. Hem, Questionnement sur les délais, sur le coût. Donc en fait, ça impacte vraiment la rentabilité, l'optimisation logistique et donc ça demande une agilité Mmh. nouvelle pour subvenir à cette nouvelle donne. Troisième élément, c'est le risque de rétorsion commerciale par l'Europe. Euh, donc, c'est montré assez ferme, sans partir bille en tête. Voilà, il y a eu des déclarations très fortes qui ont permis de montrer un peu les crocs.
Mmh. même si on n'a pas encore mordu, on va dire. On va dire ça comme ça. On est dans une logique de se dire, OK, on a des armes pour riposter. Donc ça peut être une possibilité et donc là, pour les e-commerçants, c'est de se dire: «OK, je sais ce qui va m'impacter aux États-Unis, ce qui peut m'attendre dans le pire des cas, mais au niveau européen, pour le moment, je ne sais pas». Mmh. Donc, la Commission européenne a évoqué des mesures de rétorsion ciblées, hein, similaires à celles déployées en 2019 sur le whisky, les jeans, les motos américaines notamment. Donc, pour les e-commerçants multinationaux ou ceux qui dépendent de fournisseurs américains, l'incertitude est complètement présente. OK. Donc, ça invite l'ensemble des acteurs à se tourner Mmh. vers des nouveaux marchés et notamment de déployer plus de liens, que ce soit avec des marchés chinois, européens ou même africains. Donc voilà, beaucoup d'enjeux, ça crée surtout de l'instabilité. Et donc pour l'ensemble des e-commerçants français et européens, il faut qu'ils repensent leurs canaux de distribution, leurs chaînes d'approvisionnement, leur politique tarifaire. Donc voilà, faut remettre à plat toute sa Toute la stratégie stratégie, ouais, c'est ça. e-commerce et retail. Donc voilà, une nouvelle phase et de nouvelles règles, donc à observer comment ça va évoluer dans ces prochaines semaines. Très bien, bah, merci, pour ces, 3 impacts du coup et puis dites-nous vous, qui nous suivez en commentaire, bah, voilà, ce que vous en pensez de ces impacts? Est-ce que ça vous a, déjà concerné? Est-ce que vous y réfléchissez? Enfin voilà, où est-ce que vous en êtes dans cette bombe qui est, voilà, les nouveaux droits de douane et les États-Unis, Donald Trump et cetera? Est-ce que tu as quelques chiffres ou quelques secteurs qui sont les plus concernés? Tu as commencé à déjà donner quelques pistes de réflexion, mais, peut-être rapidement là-dessus? Oui, on a des secteurs qui sont plus dépendants de cet aspect d'exportation, hein. La partie mode et accessoires, Mmh. c'est très élevé, notamment en France, bah, sur des produits de luxe, les plus grandes marques de luxe Ouais. qui génèrent énormément de valeur et qui s'exportent très bien. Donc ça, c'est très fort impact. Euh, la partie cosmétique, Également, ouais. qui va souvent de pair avec des acteurs du luxe, heu, notamment sur le parfum, des structures comme L'Oréal, l'ensemble de ces acteurs-là vont être extrêmement impactés. Produits alimentaires premium, donc voilà, tout le savoir-faire français, hein. On parle des vins, des fromages, OK. pas mal de choses, de confiseries, de gâteaux également. Donc ça, c'est un vrai sujet parce que c'est des industries qui sont extrêmement dépendantes Mmh. de cette exportation. Donc on sait que les producteurs, ils ont tiré la sonnette d'alarme, mais à voir à quel point ça va être critique, par la suite. Alors, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a eu une forte augmentation de la consommation des produits avant, qu'il y ait la mise en place de ces mesures. D'accord. Je crois Ouais. que le vin Tu français viens aux tout à l'heure, oui. États-Unis, il a explosé là en début d'année. D'accord. Donc voilà, par anticipation. Donc après, les consommateurs, ils vont toujours essayer de trouver un chemin, hem, mais c'est là où on voit qu'il y a un vrai, besoin et une vraie valeur, hein, sur, des produits, un savoir-faire, Mmh. local. Et d'autres, secteurs moins impactés, on va dire, mais voilà, à voir comment ils vont se réorganiser. La partie maison, décoration, est impactée. Les produits techniques, technologiques, électroniques, donc c'est variable selon les composants, OK. des Comme tu disais produits. tout à l'heure. Mais, mais voilà, ça sera un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, quand on prend un smartphone, il y a des produits qui viennent de toute la planète, Mmh. pour le composer. Donc, forcément, ça va impacter en termes de prix et d'exportation. Très bien, bah, merci pour, cette vue d'ensemble des secteurs et en fait, un peu malgré tout ça, mais surtout face aux réactions, je dirais internationales et aux risques de représailles aussi, Donald Trump, il a annoncé une suspension de 90 jours, de ces nouveaux droits de douane. C'est quoi un petit peu l'objectif de cette, suspension? Est-ce que c'est pour, un peu botter en touche, pause, on va voir comment ça va se passer dans 90 jours? C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Oui, moi, comme je l'évoquais en introduction, je pense que ce qu'il voulait, c'était, faire un électrochoc. La technique de Trump, c'est quand même de semer du chaos. En fait, dans beaucoup d'émissions, géopolitiques qui parlent de ça, c'est que avant il y avait des rapports de force. Mmh. Rapports de force, heu, tu sais quel pays est puissant et tu sais que, tel pays va pas prendre de décisions irrationnelles. Donc tu as une géopolitique qui est stable parce qu'elle est lisible. OK.
Donald Trump, ce qu'il décide de faire, c'est de créer du chaos parce que ça le met en position de force. Mmh. Parce que tu sais pas si Ouais. Donald Trump, demain, il déclare la guerre, au Groenland, au Canada, parce qu'il veut annexer. Donc le fait de ne pas savoir, ça lui confère, bah, de la force Mmh. parce que tu te dis: «Il est capable des pires folies». Donc en fait, il a toujours été dans ce positionnement-là, de semer le chaos pour pouvoir négocier et changer, les relations, de force. Donc là, il fait exactement la même chose. Il annonce quelque chose d'extrêmement agressif qui bouleverse toute l'économie mondiale, qui fait extrêmement mal à son marché intérieur. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises américaines Ouais, c'est vrai. qui sont dans la difficulté, hein, parce qu'ils exportent énormément, et puis, l'impact sur la bourse, toutes ces déclarations Exactement, ouais. ont déjà un impact réel et financier. Donc voilà, c'était, de donner du chaos, d'assouplir ce chaos pour permettre, bah, la négociation et c'est ce qu'il évoque, il dit que l'ensemble des pays sauf la Chine, ont souhaité rentrer en Mmh. négociation, avec lui. Il a augmenté, le taux, les droits de douane, pour la Chine de manière, drastique. Heu, donc voilà, c'est toujours dans de faire miroiter un risque, un doute, une peur pour, pouvoir avoir la main sur, la négociation. Donc c'est ce qui se passe. Ça me surprend pas cette, suspension de 90 jours. C'est pour redéfinir les règles. Après, peut-être que ça sera en entre-deux, peut-être que ce ne Mmh. sera pas des règles aussi dures, mais voilà, ça envoie un signal qui est qui est plutôt négatif au marché et puis en tant qu'e-commerçant, donc peut-être je veux me dire: «OK, ça sera pas aussi dur que ça, mais je suis pas à l'abri que dans 6 mois ou Oui, dans 1 an, ils décident de augmenter les droits de douane». ça peut retomber à tout moment. Donc en fait, la crainte, la peur, d'être trop dépendant de ce marché américain, elle est réelle. Donc OK. même si demain, ce n'est pas aussi grave que ce qu'il a annoncé, ça invite l'ensemble des acteurs, Mmh. internationaux à se dire: «Comment on va faire sans les États-Unis?» OK. Et donc c'est ça que je trouve intéressant. Il y a beaucoup d'e-commerçants, ils ont commencé à se questionner réellement comment s'émanciper ça, comment trouver de nouveaux marchés, Mmh. internationaux. Oui, les États-Unis, c'est un énorme marché avec un fort pouvoir d'achat, mais il y a pas mal de marchés, en parallèle, hein. Si on regarde, les chiffres, l'Europe, ça représente 21,7 du, PIB mondial selon l'INSEE, et les États-Unis, c'est 25 du OK. PIB mondial. Donc la Chine est juste derrière les États-Unis, mais du coup, voilà, l'Europe a une carte à jouer. Mmh. Il y a d'autres acteurs comme la Chine, tout ça. Aujourd'hui, les États-Unis, ils souhaitent se refermer et mettre plus de barrières. OK, très bien. Ils pourront pas totalement se refermer, mais à nous, bah, de s'ouvrir, sur, de nouveaux potentiels de marché et ne pas être totalement dépendant, des États-Unis. Et justement, par rapport à l'Europe, c'est très bien, transition parfaite pour, ma question suivante. C'est quoi un petit peu les solutions, pour aller plus loin justement sur ce que tu disais et on l'évoquera sur l'actualité numéro 2, mais peut-être très rapidement en 2-3 mesures, c'est quoi les solutions pour l'Europe? Alors, ce qui est extrêmement positif, c'est que, positif, dans un sens, c'est que Donald Trump, il a décidé de mettre, toute l'Union européenne dans le même panier. Donc ça, c'est un puissant élément fédérateur Mmh. pour l'Union C'est vrai, européenne. ouais. Parce qu'on sait que l'Union européenne, parfois met du temps à se mettre en ordre de marche et à prendre des mesures communes. Et donc là, le fait qu'il regroupe toute l'Europe, ça nous pousse à être encore plus fédérés et à prendre des actions ensemble. Mmh. OK. Donc ça, c'est premier élément qui est extrêmement, extrêmement, positif pour nous, c'est de se dire, nous, ça va nous renforcer. Mmh. Le C'est fait plus d'avoir unis, quoi. un adversaire, commun, ça va nous souder, tu vois? Donc ça, c'est le premier élément. Plusieurs mesures ont été évoquées. La Commission européenne, ils ont parlé des solutions de paiement Mmh. notamment. Bah, on en parle juste après. On en parle juste Voilà. après, donc je vais pas spoiler, cette partie-là. Heu, mais voilà, ça peut être, d'être plus hermétique par rapport à des acteurs américains, de développer cette souveraineté, en termes de paiement, en termes de e-commerce, tout ça. Donc en Mmh. fait, il y a un côté recentrage qui va être très fort et un deuxième aspect, de trouver des alliances stratégiques avec d'autres pays. Si on OK. se dit: «Ah bah, les États-Unis, c'était un allié, historique, tout ça», bah, là, on se rend compte que il se dit, «Bah, non, l'Europe», en plus les termes étaient très forts parce que, tu l'as évoqué, en introduction,
l'Europe nous traite comme un tiroir-caisse depuis trop longtemps. Donc c'est quand même fort. C'est Donc quand même là fort. je pense que les acteurs européens, ils vont se dire: «OK, d'accord, pas de souci, pas de souci, on va faire du business avec d'autres acteurs» et encore une fois, il a regroupé tous les acteurs dans le même panier, mais en fait, on n'a pas du tout les mêmes relations, Mmh. on n'a pas du tout, les mêmes échanges commerciaux, avec chacun des pays. Donc en fait, de vouloir simplifier cette relation comme ça, je pense que, bah, ils vont en sortir perdants Mmh. parce que, chacun des pays va vouloir, trouver, de nouveaux enjeux et l'Europe va être d'autant plus fédérée pour créer des nouvelles alliances, internationales. Très bien et peut-être pour terminer sur cette première actualité, il y avait des choses à dire, hein, vous le voyez, en nous suivant, mais peut-être ramenons ça au e-commerce, vision enfin, c'est quoi un petit peu ta vision, pour le e-commerce français et européen, malgré le fait qu'on soit qu'au tout début, on va dire, de ce gros point sur la table de la part des États-Unis et de Donald Trump? Voilà, pour conclure cette première actualité, ton point de vue là-dessus? Ce que je trouve intéressant, c'est que ce positionnement des États-Unis, invite l'Europe à être beaucoup plus distante des plateformes, américaines. Mmh. Et aujourd'hui, quand on voit, le e-commerce français, il y a beaucoup d'acteurs, des places de marché notamment, qui sont américaines. Donc je pense que, hem, au niveau, politique, il y a cet aspect à restructurer en se disant: «Bah, OK, c'est une opportunité pour nous, pour prendre de la distance Ouais. d'acteurs e-commerce internationaux». Il y a des sujets aussi avec les acteurs chinois, avec les acteurs américains. Mais en fait, c'est la parfaite opportunité Ouais, ouais. de se dire: «Ah OK, on peut se distancer là d'Amazon» et c'est donc une opportunité pour que tous les acteurs européens, du e-commerce reprennent des parts de marché sur leurs marchés, respectifs et sur le marché européen. Et donc demain, quand il y aura un site e-commerce qui va se dire: «Ah OK, je me développe bien sur la France, génial. Où est-ce que je me développe? Est-ce que je me développe aux États-Unis ou en Europe?» Bah, la réflexion doit être vers l'Europe parce que OK. ça va être plus accessible, il y aura moins de frais de douane, ça sera beaucoup plus stable parce qu'il y aura des organisations derrière. OK. Donc c'est ce que je vois pour le e-commerce de demain français et européen. On en parlait, dans une précédente émission, du cross-border, Ouais. européen qui se développait, de plus en plus. Un marché qui trouvait beaucoup plus de porosité et donc, pour moi, c'est une vraie opportunité pour avoir un marché intérieur européen, où les frontières sont moins problématiques, où l'aspect culturel est moins problématique et donc, voilà, je pense que c'est une opportunité encore une fois, de récupérer des parts de marché. Alors, bien sûr que en termes de valeur et de potentiel de marché, les États-Unis, c'était beaucoup plus simple de pénétrer quoique, mais mais de pénétrer sur le marché européen, je pense qu'il y aura aussi des freins, d'accès à ces marchés qui seront beaucoup plus élevés OK. pour des acteurs extérieurs. Donc, si aujourd'hui j'ai un positionnement très européen pour le e-commerce, bon, on le sait que c'était très difficile par rapport à chacune des langues, chacune des cultures et des consommateurs, mais demain sera encore plus complexe parce qu'on aura créé une force et une unité sur ce marché économique. Donc voilà, pour moi, je le vois plutôt d'un bon œil, avec un marché qui va se consolider, avec un e-commerce européen qui aura des nouveaux arguments Mmh. sur la partie data, sur la partie paiement, sur la partie potentiel de consommateurs. OK. On aura une souveraineté autour du e-commerce. Et donc, voilà, c'est une opportunité à saisir pour l'ensemble des acteurs. Très bien, bah, je pense qu'on a bien décrypté cette première actualité. Je t'autorise à prendre quelques gorgées d'eau puisque tu as quand même évoqué beaucoup d'éléments et si c'est OK pour toi, on va passer à la deuxième actualité. Tu as un petit peu spoilé, tout à l'heure, mais on va parler de Visa, Mastercard, PayPal et cetera. Est-ce que ces acteurs seront bientôt évincés en Europe, hein? Nous venons de l'évoquer, mais Donald Trump et les États-Unis ont beaucoup fait réagir dans le monde et notamment en Europe. Christine Lagarde, un présidente de la Banque centrale européenne, BCE, a annoncé récemment la nécessité pour l'Europe de développer sa propre infrastructure de paiement numérique indépendante des géants américains et chinois tels que Visa, Mastercard, PayPal ou encore Alipay. Cette mesure protectionniste souligne l'importance pour l'Europe de renforcer, sa souveraineté, économique, notamment dans le secteur des paiements et donc pour rester sur les paiements dans un premier temps, Nicolas, les acteurs américains, ça représente quoi dans le paysage du e-commerce européen? Pour resituer un petit peu tout ça. Actuellement, environ 2 tiers des paiements
par carte dans la zone euro sont traités par Visa et Mastercard, des entreprises américaines. OK. Donc 2 tiers, voilà, c'est énorme. Hem, donc ça montre le poids que les acteurs américains, en termes de data, en termes de liens avec les consommateurs européens, ils ont. Donc là, le message, c'est de se dire, aussi, on a des moyens de faire pression. D'accord. Et je pense que c'est pour mobiliser les grands acteurs financiers à faire du lobbying auprès, notamment des États-Unis. D'accord. Donc, c'est de faire miroiter un peu, toutes les actions que nous, on peut faire. Disant: «Bah, OK, pas de souci, faites votre vie, vous voulez être plus, coupés, de l'Europe, vous dites qu'on pique dans le tiroir caisse, depuis des années. Bah, pas de souci. On coupe tous les moyens de paiement et comme ça, on arrête de piquer dans le Mmh. tiroir caisse et nous, on a notre propre caisse, on a nos propres moyens de paiement, donc c'est un signal, encore une fois, hein, de montrer. Pour moi, c'est une opportunité pour développer encore plus la souveraineté européenne, Mmh. chose qu'on a commencé à développer, dans les précédentes années, mais qui peut, s'accentuer du fait de cette situation. Donc, voilà, après il y a d'autres plateformes qui sont complémentaires, hein, des PayPal, des Alipay, qui jouent aussi, un rôle significatif dans les transactions en ligne. Cette dépendance vraiment à ces moyens de paiement, ça limite l'autonomie, de l'Europe. OK. Donc, en vrai, en vrai, quand on voit toutes les mesures qu'on peut mettre en place face à ce que Donald Trump a annoncé, je pense que c'est plus positif pour l'Europe sur le plan macro. Parce qu'après, il y a des entreprises qui en souffrent, hein, Mmh. voilà. Mais au niveau macro et global, sur ce que ça nous invite en termes de développement sur les prochaines années, c'est plutôt positif pour l'Union européenne. OK. Parce que on peut en sortir plus fort. Union européenne soudée, avec une politique économique, beaucoup plus forte, marché intérieur qui se développe avec des acteurs qui sont très centrés dessus, de nouveaux investisseurs qui peuvent arriver sur le Mmh. territoire, Aussi, ouais. souveraineté en termes de data, en termes technologiques et en termes de paiement. Bref, je pense que voilà, c'est des actions qui sont, plutôt cohérentes dans le développement de l'Union européenne. OK, et on peut s'attendre à quoi justement, si l'Europe décide, bah, d'y aller à fond, dans la mesure du possible et de devenir autonome en termes de paiement? On peut s'attendre à quoi? Et quels sont un petit peu les obstacles qu'on peut rencontrer, bah, suite à une telle décision? Ouais, très, très bonne question. Alors voilà, on s'est projeté On se un peu projette, hein? sur ces sujets-là. Si demain ça venait à arriver, je pense qu'il y aurait une très forte réorganisation, beaucoup d'acteurs. Premier élément, c'est diversification des options de paiement. Heu, Introduction d'une alternative européenne, pour offrir, bah, voilà, un moyen de paiement, hein, que ce soit en termes de carte de paiement, notamment, mais aussi, de moyens électroniques et donc d'avoir, bah, des solutions plus adaptées au marché européen. Peut-être avec une autre proposition de valeur. OK. Quand on regarde du Visa, Mastercard, ça reste des acteurs très forts, mais je pense qu'on peut proposer, d'autres avantages, notamment, bah, des facilités de paiement sur les différents pays européens, plus de possibilités et de donner une sorte d'euro électronique, Mmh. d'une certaine manière. Donc il y a de belles choses à réinventer, OK. dans cette logique de diversification des options de paiement. Deuxième point, c'est réduction des coûts de transaction. D'accord. Donc, avec une concurrence, plus forte, ça permettrait de diminuer les frais de transaction. Donc, ce qui pourrait bénéficier aux e-commerçants en améliorant notamment leur marge. OK. Donc ça peut être aussi intéressant. Le troisième point, renforcement de la sécurité et de la protection des données. OK. Ça, Ouais, tu en c'est parlais tout à l'heure aussi, il y a des données. parler, voilà, des sujets, RGPD, de l'ensemble, des données. Mais aujourd'hui, oui, Mastercard, Visa, c'est américain, donc Mmh. les bases de données, les données, tout ça, c'est aussi un sujet. Heu, Adaptation aux évolutions technologiques, donc ça permettrait aussi d'être plus innovant et de permettre, bah, à des acteurs européens technologiques, d'apporter des nouvelles solutions aux consommateurs européens. OK. Parce que c'est pas le même besoin, donc là, aujourd'hui, on a beaucoup de solutions qui sont américaines. C'est mis en place sur le marché américain, Mmh. c'est déployé en Europe, mais en Europe, on sait qu'on a pas mal de spécificités. OK. Donc, voilà, si on devient autonome en termes de paiement, bah, c'est de retrouver de la plurialité en termes de moyens de paiement, de réduire les coûts de transaction, de renforcer la sécurisation et la protection des données, de s'adapter, aux comportements et aux évolutions, technologiques.
Donc après, tu parlais des obstacles. Ouais, voilà, c'est ça, parce que au final, tout ça, c'est dans la mesure du possible. C'est comme on disait au début de ta réponse, c'est si, on décide de faire tout cela, voilà, c'est dans l'idée, on irait vers ce que tu viens d'évoquer, mais il y a forcément des obstacles à ça puisque, bah, on part pas de zéro, mais il y a quand même des choses en place, mais qu'est-ce qui va se dresser devant nous? Ouais, après, les obstacles, ils sont pas, si énormes que ça. OK, Parce que sur les moyens de paiement, je pense que l'Europe a beaucoup d'arguments, hein. On voit beaucoup de solutions, de paiement qui sont en Europe, qui sont autonomes et extrêmement, fonctionnels et puissants. d'accord. Donc, c'est pas un sujet. Quand tu es en capacité de faire, du paiement, en ligne, du paiement, via portable, Mmh. voilà, la carte bancaire, bien sûr, il y a un petit sujet, technique, mais je pense qu'il peut être à la mesure, de l'ensemble des acteurs, hein. Quand on voit, maintenant, que les terminaux de paiement, c'est, les mêmes entreprises qui font aussi le Bien sûr. paiement en ligne, donc voilà, il y a beaucoup de passerelles, dessus. Donc ce qu'il faut, c'est des investissements, substantiels, mais demain, on peut imaginer, qu'un acteur européen, lève des fonds pour pouvoir, bah, équiper, l'ensemble des Européens en termes de cartes bancaires, Mmh. en termes de dispositifs. Donc ça, les investissements, je pense qu'ils sont disponibles en Europe, mais aussi à l'étranger, hein, que ce OK. soit mutualisé avec des acteurs, chinois, c'est totalement, possible. Donc investissement, adoption par les consommateurs et commerçants. Ouais, C'est peut-être plus ça le sujet, l'obstacle. Je veux changer dire, les habitudes. Visa, Mastercard, tout le monde connaît. Ouais. En tant que consommateur français, tu es sécure avec ça. Si demain on te propose une nouvelle carte, bon, tu auras peut-être pas le même gage de Ouais, confiance, c'est vrai. et d'être convaincu sur la valeur et la stabilité de ces établissements-là, mais ça peut être fait aussi, avec des banques, bien sûr. Et l'aspect, interopérabilité et standardisation. Donc ça, 3e élément, bah, s'assurer que c'est compatible avec tous les éléments, existants et donc qu'on réinvente pas un nouveau système, Mmh. mais que ça soit fluide avec, l'ensemble des acteurs européens. Mais maintenant, il y a des normes qui sont en place et qui permettent, l'ensemble. Donc, pour moi, les obstacles, ils sont pas si élevés que ça. OK. Il faudra voir avec des personnes un petit peu plus, spécialisées sur ces dispositifs de paiement. Dites-nous peut-être en commentaire, Oui. voilà, comment vous voyez ça? Est-ce que demain vous pensez que c'est envisageable? Et comment vous voyez aussi, l'évolution pour les consommateurs? Heu, mais voilà, ça peut être aussi une opportunité de développer, une crypto-monnaie européenne ou Mmh. ce genre d'éléments, voilà, en fait, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que, cette ces annonces-là nous poussent à nous questionner sur, notre dépendance à des solutions américaines et donc à envisager des hypothèses pour devenir Mmh. autonome, dans notre quotidien. Donc en fait, ces questions-là, elles sont pas perdues et si on arrive à répondre aujourd'hui, très bien. Si on y répond dans les prochaines années, encore mieux. Très bien, bah, merci pour tes précisions. Au final, avec, toutes les récentes annonces et comment tu développais tes réponses, est-ce qu'on pourrait on peut presque dire que c'est presque un mal pour un bien, au final, ce qui se passe? Alors attention, hein, je pèse mes mots, mais c'est fait exprès. Ça peut permettre de s'ouvrir à d'autres partenariats avec, par exemple, le marché chinois ou non, mais aussi, comme tu disais, de vraiment se renforcer, nous, au sein de l'Union européenne, qui est mis dans le même panier, comme tu disais, par les États-Unis. Et bon, voilà, on parlera de TikTok Shop, par exemple, la semaine prochaine et cetera, mais c'est quoi, toi, peut-être pour conclure sur cette actualité 1, actualité 2, bah, ton mot de la fin, ta réflexion à ce sujet, tout e-commerce confondu, hein, et pas que le paiement qu'on vient d'aborder. Voilà, tu as un petit peu ton mot de la fin là-dessus. Ouais, c'est pas évident. Alors, un mal pour un bien, encore une fois, faut garder du recul parce qu'il Mmh. y a beaucoup d'entreprises qui en souffrent. Voilà, des sites e-commerce qu'on connaisse et qui, sont très fortement impactés et en termes de pérennité de leur entreprise, d'emploi, c'est quand même un vrai sujet. Voilà, quand on est dans une entreprise et que tu fais, 80 de ton chiffre d'affaires sur des exports, américains, c'est quand même très compliqué. Mais voilà, ça invite à être moins dépendant d'un acteur, à développer d'autres liens. Et après, sur les sujets d'innovation et de souveraineté, oui, c'est des signaux positifs pour que l'Europe se construise par Ouais. elle-même. Et que aujourd'hui, on le voit beaucoup dans les informations, c'est l'Union européenne.
C'est les États-Unis et l'Union européenne, Mmh. la Chine et l'Union européenne. Et moi, je trouve ça extrêmement positif parce que je pense qu'il y a quelques années, il n'y avait pas ce discours-là. Ouais, ouais, c'est vrai. C'était les États-Unis et la France, les États-Unis et l'Italie et tout. Ouais, ouais. Et donc là, on voit que l'Union européenne bah, se retrouve fédérée. Heu, donc voilà, après, sur ces logiques de paiement, on a des acteurs, hein, qui sont basés en Europe, hein, Mmh. des ADN, des Checkout, des acteurs qui ont déjà un pied, en Europe. Voilà, je pense qu'on a des solutions à activer. Maintenant, c'est comment va devenir le commerce international? Parce qu'aujourd'hui, on avait un grand gâteau qui était à disposition de tous les e-commerçants. Ouais. Avec les places de marché, c'était accessible. Et donc là, aujourd'hui, bah, on est sur 3/4 du gâteau. Donc voilà, est-ce qu'avec ce 3/4 du gâteau, l'ensemble des entreprises arrivent à fonctionner et à continuer de se développer? Donc il restera une grande part de marché à accéder. Mais voilà, c'est de se re-questionner, d'être plus indépendant, autonome dans vos activités. Heu, Miser peut-être, si vous avez des choix technologiques, plus sur des solutions, européennes pour plus de contrôle, de souveraineté et de stabilité. Mmh. Et donc ça, voilà, je pense que c'est le meilleur message qu'on peut faire passer, aux e-commerçants, mais aussi même, à des investisseurs, extérieurs qui voudraient investir en Europe. Voilà, c'est d'offrir plus de stabilité et un écosystème, souverain, pour le marché européen. Très bien, bah, merci à toi, pour ce décryptage. Je pense qu'on a fait quand même le tour de ce vaste sujet et évidemment, hein, ce sont des sujets qui bougent chaque jour, chaque semaine donc voilà, s'il y a des nouveautés, qui tombent, on vous tiendra informé, via e-commerce nation et voilà, n'hésitez pas à nous suivre pour rester informé sur, cette actualité 1, cette actualité 2. Je pense qu'on a bien fait le tour, hein, Nicolas, c'est OK pour toi? Est-ce qu'on peut passer à l'actualité de Spring? Est-ce qu'on peut parler un petit peu de Spring? Totalement. Allez, c'est parti et justement, Spring qui, sponsorise cet épisode, et on va continuer un petit peu de parler des États-Unis au final parce que malgré tout, ce qu'on vient d'évoquer, et l'incertitude, actuelle, tu en parlais aussi, rien n'est encore acté, hein, voilà, c'est un coup de poing sur la table. On va voir comment ça bouge dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mais les États-Unis sont encore l'une des destinations, principales des colis venant de la France. Spring propose évidemment un service d'expédition sans problème vers tous les États-Unis avec un tarif simplifié, même tarif pour les retours également. Il y a également un soutien spécialisé aux entreprises e-commerce qui souhaitent se développer aux États-Unis. Donc plus que jamais, n'hésitez pas à entrer en contact avec Spring si vous avez des questions, des interrogations ou si vous voulez aller plus loin sur ce sujet. Voilà, on vous met les liens qui vont bien, en dessous de cette vidéo et sur e-commerce nation. Voilà pour la rubrique de Spring. Est-ce que tu as un petit mot à donner, à Spring, Nicolas? Partenaire, historique qui nous soutient depuis, un moment et qui accompagne de nombreux e-commerçants, Ouais. dans leur déploiement aux États-Unis. On sait qu'ils réfléchissent beaucoup sur ces sujets, Mmh. notamment, sur, ces nouvelles politiques, douanières. Donc n'hésitez pas à prendre contact si vous souhaitez, plus d'informations, sur, comment faire évoluer, vos flux. Leur équipe sera à même de répondre à vos questionnements. Et le message est passé. On arrive à la fin de cette, 3e, émission, de ce 3e épisode du journal du e-commerce, hein. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à suivre notre chaîne de podcast également. Vous pouvez nous laisser des commentaires, on y répondra avec, grand plaisir. Donnez-nous aussi vos actualités, hein, ça peut être intéressant de les relayer, au travers nos prochaines émissions. Et puis, vous pouvez vous abonner aussi à notre édito qui sort chaque semaine et qui est préparé par les équipes d'e-commerce nation. Je te remercie Nicolas pour ton temps et pour ton décryptage. Des sujets super intéressants, mais surtout importants, bah, voilà, pour les e-commerçants européens et les e-commerçants français. Donc, ça me semblait utile d'évoquer, tout ça avec toi. Je crois que ça a été on a bien fait le tour, hein. Oui, je pense qu'il y aura des nouveautés, peut-être Ouais, dans les prochaines semaines, mais comme tu l'as évoqué, on les couvrira sur notre site et aussi, sur ce format, vidéo et podcast. très bien. Bah, merci à toi et à la semaine prochaine et merci à toutes et à tous d'avoir suivi, cette nouvelle émission, du journal du e-commerce et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau JDE. Salut.